Les effets du Covid sur notre santé mentale, c'est la thématique de cette troisième web conférence spéciale Covid à suivre sur sudouest.fr. Nous sommes toujours à la rédaction de Sud-Ouest à Bayonne avec Pierre Sabatier. Bonjour, vous êtes responsable Sud-Ouest Pays Basque. Comme pour les précédents échanges, vous avez réuni, Pierre, des professionnels du territoire. Bonjour Laetitia et bonjour à tous. Nous avons la chance d'accueillir 4 psychiatres pour répondre à la question donc, des effets du Covid sur notre psychisme. Et puis on parle, c'est vrai, beaucoup en ce moment du troisième confinement, de la troisième vague. Et bien voilà que surgit la troisième vague psychiatrique. Docteur Elori Amestoy, bonjour, merci d'être là. Vous êtes donc docteur au centre hospitalier de la Côte Basque, docteur François Chevrier, bonjour, de la clinique Caradoc, docteur Jonathan Donat de la clinique d'Amade et bonjour docteur Pierre Baez de la clinique Mirambeau. Bonjour. Et pour nous accompagner au fil de cette table ronde, Jean Duverdier, notre dessinateur bien connu, qui, avec son trait habituel, caricaturera évidemment tous vos propos, mais ça sera très bien, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Un peu de légèreté, ça fait toujours du bien. Un peu de légèreté dans ce sujet difficile. Très bien, mais on va commencer avec vous, docteur Amestoy, si vous le voulez bien. Quand on avait échangé, on s'était dit que voilà, au printemps, ça allait à peu près, on va dire, pour la santé mentale. Et puis, depuis le deuxième confinement, depuis l'automne, notamment, on sent que les gens sont plus en souffrance. Qu'est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, fin janvier ? Oui. Alors, il faut dire que la première vague chez nous a été effectivement assez calme puisque les gens n'ont pas trop osé venir à l'hôpital. Ils avaient assez peur du virus, donc on a une activité physique en tout cas assez calme, mais une recrudescence de téléphone, d'entretien téléphonique. Alors ça s'est majoré, ça a continué après le premier confinement et au déconfinement surtout, où on a eu une majoration des troubles anxieux, de l'anxiété et des dépressions. Et ensuite, le deuxième confinement, je pense qu'il n'a pas été bien compris par les gens, notamment avec les mesures qui ont été mises en place où on n'a pas trop compris ce qui se passait. Et du coup, tous ceux qui avaient pu gérer au mieux pendant la première vague, ce deuxième confinement, ça a été un peu difficile et un peu le confinement de trop. Et là, à nouveau, avec cette incertitude, cette incompréhension qui laisse beaucoup de place à l'angoisse, du coup, on voit que les choses, à nouveau, reprennent un peu d'activité, notamment sur l'anxiété. Vous dites le confinement de trop, le deuxième, parce que finalement, les gens se disaient, il y a eu le confinement, et puis derrière, on gérera la crise différemment, et donc c'était une nouvelle surprise. Ça a été très peu compris, en fait, par les gens, puisqu'on a tout ouvert d'un coup au premier déconfinement. Les gens ont repris une activité à peu près normale. Donc c'est l'ascenseur émotionnel. C'est ça. Et puis la perte du coup de repères, la perte d'activité, nous on le voit très bien sur les urgences. C'est vrai que la perte des repères des gens, les habitudes qu'on a tous, les loisirs, les coutumes qu'on fait d'habitude pour pouvoir décompresser, pour pouvoir s'extraire un peu du stress quotidien, tout ça a été un peu mis en échec avec le confinement ou le couvre-feu. Et donc du coup, ce qui majore l'angoisse chez les patients ou chez tout un chacun. Docteur Chevrier, du côté de la clinique Caradoc, on est sur la même tendance, c'est-à-dire un deuxième confinement plus lourd que le premier. Et comment vous qualifieriez un peu la nature des souffrances parmi les patients que vous recevez en ce moment, à la fin janvier ? Alors, je rejoins le docteur Amestoy. Effectivement, on a quand même le sentiment que les patients ont moins bien vécu le deuxième confinement que le premier. Ça, c'est une réalité. On a vu quand même de nombreux patients qui ont décompensé leur pathologie avec des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, une majoration des consommations de substances psychoactives, donc alcool, tabac, cannabis. Et puis on a vu aussi arriver toute une population qu'on ne connaissait pas, des patients, une population qui n'avait pas d'antécédents psychiatriques et qui a développé des symptômes de type dépressif, de type anxieux, des insomnies chroniques, une augmentation des consommations de substances et qui sont arrivés dans le système de soins psychiatriques suite au deuxième confinement, effectivement. Il y a un profil de ces patients ? Pas véritablement. Honnêtement, sur la clinique Caradoc en tout cas, et je pense que mes collègues diront pareil, il n'y a pas vraiment de profil. Ça touche l'ensemble de la population, quels que soient les facteurs sociaux qu'on peut prendre. On voit quand même une nette difficulté chez les jeunes. Je pense qu'on en reparlera plus spécifiquement. Mais il n'y a pas réellement de profil, ça peut toucher tout le monde.
Je pense qu'on est tous susceptibles de très mal vivre ce confinement. Le confinement, c'est une situation d'isolement dont on sait que ça altère considérablement le développement affectif et social. Et ça peut avoir un retentissement en termes de santé mentale de manière assez évidente. Est-ce que les patients qui viennent sont conscients qu'ils sont victimes du confinement ? Tous ne le disent pas en ces termes. La plupart disent « je suis stressé, je suis anxieux, je ne dors plus, je me sens triste toute la journée » ou « j'ai perdu le contrôle de mes consommations d'alcool » par exemple. Tous ne font pas le lien avec le confinement, mais beaucoup disent quand même que cette situation d'isolement leur est très difficile, cette situation de privation de liberté, d'impossibilité de travailler, de voir leurs collègues, leurs camarades d'université, etc., etc. Ça, c'est vraiment des situations qu'ils repèrent. Docteur Donat, vous pointez ce sentiment d'incertitude, point de départ du mal-être. L'incertitude, effectivement, elle est omniprésente dans cette période de crise sanitaire qui a imposé de nombreux changements au niveau de nos organisations au quotidien, tant autour des foyers que des conditions de travail. Il y a des incertitudes concernant le risque de contamination, malgré les moyens, les mesures barrières qui visent à nous protéger, des incertitudes sur l'avenir économique, l'avenir de nos projets de vie aussi, puisqu'effectivement ce champ de l'avenir il a été remanié par la survenue de la crise sanitaire. Et cette incertitude, elle génère à la fois colère, frustration, stress et angoisse. Et progressivement, voilà, ça atteint effectivement, comme le disait Dr Chevrier, l'ensemble de la population, nos patients qui souffraient de pathologies chroniques, mais aussi les autres personnes dans la population. On a aussi pu entendre et lire qu'il s'était passé au deuxième confinement comme une résurgence d'anciennes blessures qui, à l'occasion de cette période-là, refaisaient surface. Alors la résurgence de certaines blessures peut-être. Après, je crois qu'il y a vraiment dans l'effet du reconfinement une forme de récidive, c'est-à-dire qu'ils vivent un moment stressant, un moment de liberté où on a l'impression de revenir à une vie normale, et à nouveau un confinement. Et je crois que cette répétitivité de ces situations de stress, de privation de relations sociales, de privation de liberté, renforce l'impact anxiogène de ces situations de confinement. Et donc une situation qu'on pense avoir gérée et être plutôt en paix et plutôt globalement heureux, à un moment donné, c'est cette situation qui fait remonter véritablement, comment ça fonctionne en fait. Alors, je pense que dans le phénomène de stress, la répétitivité, c'est bien démontré. C'est-à-dire quand je suis soumis de manière répétitive à des facteurs de stress, effectivement, ils vont avoir de plus en plus d'impact, en tout cas de manière potentielle, sur mon état de santé psychique. Et la récurrence doublée de l'incertitude renforce le malaise chez l'ensemble de la population. Enfin, ceux qui sont les plus vulnérables, en tout cas. Docteur Vallée, parmi les privations de liberté, on pense bien sûr aux jeunes, et notamment aux étudiants. C'est une population que vous avez vue aussi venir plus nombreuse ces dernières semaines au sein de votre établissement ? Tout à fait. Comme ça a été dit, on rencontre des gens qui n'étaient jamais venus, des patients qui viennent pour la première fois, souvent des étudiants. Comme ça a été dit précédemment, l'anxiété, c'est vraiment l'intolérance à l'incertitude. Et notre cerveau n'est pas fait pour supporter l'imprévu et la répétition. Donc le stress devient chronique et nous sommes aussi des humains. Et donc le lien social est fondamental. Donc cette rupture du lien social, cet isolement, c'est un facteur donc, soit de déclenchement de troubles anxieux, qui pouvaient être contenus, soit d'aggravation ou de décompensation sur des maladies plus graves, comme ça a été dit par notre confrère, avec toutes les complications qui vont avec, les addictions en particulier, ou les dépressions graves. Donc on voit arriver toute couche de population, des nouveaux cas, ou alors des patients qui étaient jusqu'à présent suivis, mais qui ont décompensé. Pas forcément au premier confinement, parce que le premier confinement, tout le monde a fait le dos rond, c'était incertain, on ne savait pas quoi faire, tout le monde s'est caché. Il y a eu une recrudescence de cas en sortie de confinement. La vie a repris son cours, les équipes se sont adaptées aussi, puisque finalement cette anxiété a touché aussi les équipes, puisque on a dû se coordonner, faire des réunions de soins comme ça a été dit, régulières, ça nous a rendu cohésifs. Passé cette sidération, nous nous sommes organisés.
Les activités de jour qui étaient arrêtées ont repris. Les consultations qui ont été interrompues se sont faites par visioconférence. Tout a repris au deuxième confinement. Deuxième confinement, on tombe dans un stress chronique. Et comme ça a été dit aussi par le docteur Donat, on n'est pas fait non plus pour un stress chronique. On peut supporter un stress pendant un certain temps, mais le stress, quand ça devient chronique, c'est facteur de complications. Est-ce que les mesures annoncées là, par Emmanuel Macron cette semaine, là, d'accorder aux étudiants de pouvoir revenir, je crois que c'est 1 jour ou 2 jours par semaine à l'université, c'est bien, ça ne suffit pas, ça peut permettre à ces jeunes de recroire en l'avenir, on va dire? Je pense que tout ce qui peut favoriser le lien social, c'est une bonne chose, bien sûr en respectant les gestes barrières, c'est pas facile à cet âge-là. Le Covid, quand même, nous oblige à un élan de solidarité, à une responsabilité, à aussi une altérité. Ce sont des choses qui sont difficilement perceptibles quand on est jeune, mais je pense qu'au contraire, il faut leur faire confiance, il faut faire confiance à la jeunesse, et je pense que c'est important de pouvoir leur donner une possibilité de continuer à vivre. Est-ce qu'à un moment donné, on a pu tous, en tout cas la plupart d'entre nous l'ont vécu, c'est-à-dire on a essayé de maintenir le lien social par la visio. Est-ce qu'on peut tromper son cerveau? La visio, c'est important, mais globalement, je pense que ça ne remplace pas le lien de la rencontre. Et je pense que... Pas la rencontre, mais l'entretien de la relation, le contact et l'oralité. C'est un palliatif pour moi. Je pense que c'est un palliatif qui aide, mais ça ne remplace pas le contact humain et le lien social en réalité. Je pense que ce n'est pas facile. Souvent, nos responsables sont souvent critiqués, mais ce n'est pas évident de prendre des décisions dans ces situations. Et je pense que particulièrement, la période de fin d'année et des fêtes a été particulièrement appréciée et a été un soulagement pour beaucoup de monde. Docteur Amestoy, vous êtes aux urgences de l'hôpital. Quand vous voyez les jeunes arriver, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors nous, on a vu effectivement arriver des jeunes qui n'étaient pas du tout susceptibles d'arriver aux urgences psychiatriques en temps normal. Parce qu'il faut savoir que Bayonne, c'est quand même une cité universitaire assez attractive pour pas mal de spécialités. Et donc on a vu arriver des jeunes qui venaient de toute la France et qui se sont retrouvés isolés en appartement, tout seuls, sans cours en présentiel dans les universités ou dans les écoles, sans lien familial, sans loisirs ou soirées étudiantes qui sont souvent, quand on est étudiant, la première des choses qu'on souhaite. Voilà, donc c'est vrai que couper de ce lien social, de toute rupture, cette rupture a été très compliquée, et notamment pour ces jeunes qui étaient un peu sortis du nid. C'est vrai que c'était leur première expérience en dehors chez les parents. Et donc on a vu arriver des jeunes extrêmement anxieux, qui ne savaient pas trop expliquer pourquoi. Je pense que, comme disait le docteur ils n'ont pas forcément fait le lien avec le confinement ou le virus, mais petit à petit, c'est ce qu'ils nous ont dit, comme disait le docteur Chevrier, ils étaient des troubles du sommeil, ils avaient des difficultés à se concentrer, à supporter les cours en visio, et ça a été quelque chose d'assez spécifique aux urgences. Qu'est-ce que ça peut donner, quand on est un jeune et qu'on surmonte cette étape-là? Qu'est-ce que ça va fabriquer chez ces jeunes-là qui, jusque-là, visiblement, se sentaient très en sécurité? Alors, ça peut être très variable. Moi, je vais être plutôt optimiste en disant que les jeunes ont quand même cette capacité, comme tout un chacun, mais de s'adapter au stress, de s'adapter aux épreuves. Alors, même si, effectivement, sur le moment, c'est difficile, ils viennent aussi, ils savent demander de l'aide. Et du coup, nous, on a pu aussi le rapporter avec nos collègues, nos confrères, cette aide-là. Mais moi, je reste persuadée qu'on a tous en nous la capacité de s'adapter, cette résilience-là, et notamment les jeunes. Alors, certes, c'est une épreuve difficile qui va sûrement laisser des marques chez certains, peut-être décompenser des troubles qui n'auraient pas forcément décompensé si les choses avaient été comme d'habitude. Mais en fait, finalement, les gens s'adaptent et les gens arrivent toujours à trouver l'énergie et les forces pour avancer. Et pour ces jeunes de 18 ans, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont en fait en dépression? Alors la dépression, on ne va pas forcément parler de dépression chez les jeunes, ou alors, c'est très... La dépression, ça a quand même des symptômes et des critères quand même bien spécifiques. Donc peut-être un fléchissement de l'humeur, ça oui, ou une recrudescence des angoisses. Mais non, ils n'en ont pas forcément conscience, mais parce que c'est très nouveau pour eux, comme ça l'est pour nous. Mais nous, on a l'habitude de ces symptômes-là. Mais pour eux, c'est vrai que se retrouver tout seul, sans aucun repère social ou familial, c'est assez compliqué à gérer.
Après, ils ont les capacités de mettre des mots, pas forcément les mots que nous, dont on a l'habitude, mais ils expliquent très très bien et finalement, ils arrivent très bien à comprendre ce qui leur arrive et du coup à trouver aussi des stratégies d'adaptation et voilà, avec de l'aide, ils arrivent à avancer aussi. Vous étiez préparé, vous aviez imaginé que ça pourrait se passer comme ça, qu'il pourrait y avoir cette vague de troubles? Parce que la situation sanitaire, elle était quasiment imprévisible, elle nous a surprise à tous. Après, à partir du moment où effectivement elle s'est installée, qu'il y a eu cette période de confinement avec tous les changements que ça impliquait, ça paraissait évident que ça puisse impacter la population et nos patients. Donc c'est quelque chose à laquelle on s'est rapidement attendu et préparé pour pouvoir prendre en charge les patients. Ce qui a été malgré tout étonnant, c'est qu'on a pu voir effectivement tout un tas, comme le disait le docteur Chevrier tout à l'heure, de nouveaux patients qui étaient des personnes qui n'avaient pas forcément d'antécédents psychiatriques, mais qui étaient impactés par la situation stressante qu'ils vivaient. Et par contre, certains de nos patients que l'on aurait pu identifier comme particulièrement fragiles, parce que déjà dans la précarité, assez isolés, et tout compte fait, certains se sont plutôt bien adaptés au confinement et à la survenue de cette crise sanitaire. Donc il y a eu beaucoup d'imprévus, mais effectivement c'était prévisible qu'il y ait des réactions anxieuses. Et comme le disait le docteur Vaez tout à l'heure, la période de déconfinement a été particulièrement marquée par des recrudescences d'anxiété chez les personnes. Parce qu'après, pardon. Docteur Chevrier, là on a parlé beaucoup des étudiants et c'est bien normal, mais est-ce que les plus jeunes ont été aussi touchés? Je parle des ados ou même les 12-15 ans, 12-16 ans. Oui, bien sûr, parce que l'adolescence, c'est une période de fragilité où ces adolescents tentent de se construire, que ce soit sur le plan de la vie personnelle, de leur trajectoire d'études, etc., etc. Et cette fragilité, qui est aussi l'âge de déclenchement d'un certain nombre de troubles psychiatriques, va se heurter au bouleversement qui soit donc pédagogique, avec les enfants se sont quand même retrouvés privés de cours pendant un certain nombre de semaines. Pour certains, ça s'est soldé par de la visio, ce qui est, on l'a dit, pas du tout la même chose que le cours en présentiel. Alors, c'est moins vrai pour les adolescents, j'allais dire. Pour les étudiants, ils se retrouvent quand même dans une situation d'isolement, dans des chambres parfois exiguës, avec une certaine précarité aussi, parce qu'ils n'ont plus d'emploi. Donc toute cette population des 12, 15, 18 et un petit peu plus se retrouve dans un état de souffrance aujourd'hui qui est quand même assez préoccupant. Il faudra avoir des points de vigilance particuliers dans les semaines et les mois qui viennent sur cette population-là. Ouais, c'est ça. On parle de nombreux décrochages scolaires de jeunes au collège, au lycée, qui ont du mal à repartir en cours, à recréer une normalité, surtout au lycée. Ils ont cours de façon partielle. Est-ce que vous travaillez aussi avec ces gens-là qui vont, parce que en l'occurrence, ceux qui décrochent ne vont pas forcément consulter un médecin. Donc, est-ce que vous travaillez avec les établissements scolaires Alors la difficulté, effectivement, ça va être le repérage de ces populations. Nous, à Caradoc, on a une unité d'hôpital de jour infanto-juvénile. Donc on est en train de regarder ce qu'on peut mettre en place et je sais qu'ils travaillent déjà avec des établissements scolaires à ce sujet. Après, il va falloir travailler avec les parents, il va falloir travailler avec les acteurs locaux, effectivement, pour trouver des solutions pour accompagner ces jeunes. Oui. Docteur Vaez, justement, les parents de ces enfants, de ces jeunes enfants qui sont touchés par la crise sanitaire, comment ils réagissent et quels conseils vous pouvez leur apporter? De ne pas hésiter à demander de l'aide si leur enfant est en souffrance, de consulter. Je pense que nous sommes, le secteur localement est pourvu pour les consultations et prêt à recevoir. Les parents doivent être vigilants à leur état de santé, parce qu'on a vu aussi beaucoup de décompensation au niveau de certains couples et de situations aiguës qui ont conduit à des hospitalisations. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander aide et à consulter en cas de situation de stress qui devient chronique ou de symptômes d'insomnie, de troubles anxieux ou de symptômes de troubles de l'humeur. Alors, pas toujours évident, parce que quand on a un ado, entre l'insomnie et le trouble d'humeur, on est déjà plus ou moins habitué. Sans le vécu, ça, non ? Ouais.
Merci d'avoir repéré. Donc, comment faire justement? Quels sont les signaux qui doivent nous alerter? Les symptômes qui vont nous alerter sont des symptômes qui vont être dans une durée et dans une intensité. Donc au moins plusieurs semaines et dans leur intensité, que ce soit les troubles anxieux, que ce soit l'angoisse, le trouble du sommeil, que ce soit l'humeur triste, le contact de désocialisation, que ce soit l'addiction aussi. Chez les adolescents, vraiment, il y a de plus en plus de comportements addictifs, que ce soit des comportements d'addiction au cannabis, aux drogues, à l'alcool, aux jeux. Tous les troubles, toutes les complications finalement des troubles psychiatriques qui peuvent apparaître. Au même titre, chez des adolescents, les troubles psychiatriques peuvent commencer très tôt. Donc finalement, on est face à un facteur de stress général supplémentaire. Donc surtout chez les personnes qui sont, comme ça a été dit, isolées. Quand il y a des soutiens familiaux, quand il y a du monde autour, c'est quand même quelque chose qui les rend moins vulnérables. À un moment, il faut faciliter la parole, l'échange. Bon, évidemment, on en a encore. C'est pas toujours simple en temps normal, mais c'est vrai que c'est pas simple quand même d'être parent de ces jeunes-là aujourd'hui et qui ont pas forcément, qui se sentent pas forcément, qu'on voit pas forcément très déprimés, mais qui ne le vivent pas bien. Je pense que la régulation par l'activité sportive est un élément fondamental de gestion du stress. Donc c'est important de pouvoir continuer et j'espère que tous ces jeunes-là pourront continuer à faire des activités sportives, que tous les centres ne seront pas fermés. C'est un peu l'inquiétude d'un nouveau reconfinement. Ouais. On a parlé de ces nouveaux patients, mais j'imagine que vous avez toujours les patients plus classiques que vous avez au quotidien. Comment ils vivent cette crise depuis le mois de mars? C'est pas peut-être à l'hôpital, docteur Amestoy? Alors nous, je pense que ce que vous disiez, docteur Donat, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je pense que la plupart des patients qu'on appelle chroniques, c'est-à-dire qui sont suivis sur le long cours, se sont plutôt adaptés finalement à cette période. Alors, il faut aussi savoir que le maintien, il y a eu un maintien de toutes les prises en charge, que ce soit pendant le premier confinement, alors ce qui se faisait beaucoup par téléphone dans les centres médico-psychologiques, ou après ils ont gardé les rendez-vous en présentiel pour le deuxième confinement et pour la période en déconfinement. Donc finalement, il n'y a pas eu de rupture dans la prise en charge de nos patients. Ce qui a été pour eux quand même extrêmement important parce que la perte de repères et la perte des rituels ou des habitudes du mode de vie, c'était ce qu'on craignait le plus. Et finalement, du coup, par cette prise en charge-là, les patients se sont bien adaptés. Ils ont vraiment fait preuve de résilience. Et moi, je voulais vraiment souligner ça parce que finalement, alors certes, il y a eu des décompensations, mais qui étaient attendues finalement. On ne pouvait pas permettre de sauver tout le monde, mais finalement, pas tant que ce qu'on craignait. C'est un constat partagé à la clinique d'Ahmad? Tout à fait, on partage également ce constat. Caradoc, ouais, les patients. Et aujourd'hui, comment ils sont? Aujourd'hui, ils sont dans l'attente de savoir si on va être confiné une troisième fois ou pas. Donc de nouveau un facteur d'incertitude, de nouveau du stress chronique qui vient exprimer leur fragilité. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des structures du territoire, effectivement, comme l'a dit le docteur Amestoy, se sont adaptées. Il n'y a pas eu de rupture dans le suivi. On s'est tous organisés pour qu'il y ait une continuité dans les soins. Donc téléconsultation, visio, les groupes en hôpital de jour ont été adaptés. Aujourd'hui, tout ça fonctionne toujours. Donc on continue à voir ces patients, on continue à les soigner. Après, vous dire qu'ils vont bien, non. Comment se préparer justement quand on n'a pas l'impression d'aller trop mal? Comment se préparer au troisième confinement, s'il y a troisième confinement? Il faut que la population sache qu'être inquiet ou angoissé face à cette situation, c'est tout à fait normal. Ça d'abord, il faut le dire. Ensuite, on a appris quand même des deux premiers confinements, des déconfinements, et il y a des outils qui ont été publiés. Notamment, je vous invite à aller voir les vidéos de Santé publique France qui s'appellent « Ma vie au quotidien », qui donnent comme ça des pistes pour essayer de retrouver un sentiment de maîtrise sur son quotidien.
Donc il n'y a rien de très nouveau, hein, mais c'est vraiment organiser ses journées, respecter les temps de sommeil, le temps d'ensoleillement, avoir des activités régulières, sportives, comme disait le docteur Vaez. Sachant qu'on sait que ça, par exemple, ça risque d'être limité, comme pour le premier confinement. Si on a un troisième confinement strict, on sait qu'on ne pourra pas sortir comme on veut, on pourra voir personne, et ça aura donc des effets, comme on se dépensera moins, ça aura des effets sur notre sommeil, et enfin voilà. Certes, mais si on organise ces journées de manière à maintenir ces rythmes psychosociaux, on va dire, donc le sommeil, les repas aux horaires habituels, sans excès, en diversifiant les repas, en ayant une activité sportive ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, c'est déjà bien, en cultivant les activités de détente qu'on fait habituellement, tout ce qui vise en fait à privilégier l'action au détriment de la rumination mentale qui, elle, va encore augmenter le niveau de stress. Et si on arrive à faire ça, globalement, généralement, on va mieux. Puis si ça ne suffit pas, la population peut faire appel à son médecin, que ce soit son généraliste, son psychiatre si elle en a un. Et là, on regarde si on repère des symptômes inquiétants. Docteur Vaez, l'an 2 du Covid va être chargé aussi pour la santé mentale et les établissements que vous représentez. Tout à fait. Comme ça a été dit, on a eu un effet crash test après le premier confinement et donc du coup on s'est organisé. Et les soins continuent, qu'ils soient en hôpital de jour, sur le centre de consultation des victimes ou en situation d'hospitalisation complète. Ce qui est important finalement, je crois, c'est de ne pas s'impatienter. Je pense que ça a été dit par les spécialistes en santé publique, on va vivre avec ce virus, on va avoir des hauts et des bas. Et jusqu'à temps qu'on ait une couverture vaccinale suffisante, les gestes barrières, le fait d'avoir une vie régulière, de faire attention à garder son rythme, ça sera quelque chose qui va être très préventif. Ce vaccin, c'est quand même la fenêtre, c'est l'espoir de la liberté retrouvée quand même. Donc c'est important que le temps que ça commence, et le fait que ça commence, c'est quelque chose de très encourageant et de très positif. J'imagine que vous rencontrez aussi des gens qui précisément se méfient du vaccin et n'ont pas forcément confiance en ce qui va se passer, et du coup ils seront encore dans cette incertitude. Il y a effectivement beaucoup d'incertitudes, et puis je crois beaucoup d'idées reçues alimentées par les réseaux sociaux, certains médias, certains regards sur la question des vaccinations. Je crois que c'est à l'ensemble des médecins d'avoir un devoir d'éducation, d'information, de réexplication, et de montrer l'intérêt effectivement que ça peut avoir à tous les patients qui pourraient se méfier ou rester craintifs d'effets indésirables éventuels. Et je pense que c'est vraiment le rôle des médecins d'être dans ce discours éducatif pour les patients. Docteur Amestoy, pareil, l'effet réseaux sociaux, ça joue, vous le ressentez auprès des jeunes notamment? Nous, on conseille vivement à nos patients et à la population générale de limiter au strict minimum l'accès aux médias et de filtrer surtout les informations. Bien choisir son média. Voilà, évidemment. Mais parce qu'effectivement, la source continue de médias qui nous informent sans cesse, sans forcément d'infos vérifiées, est vraiment source de stress et ne sert à rien en fait. Donc du coup, plutôt se limiter et, comme disait mes confrères, continuer au maximum à garder un rythme de vie habituel. Même s'il est limité, il ne faut surtout pas se couper de son rythme habituel. Merci beaucoup, madame, merci, messieurs, pour votre précieuse participation à cette webconférence. Merci beaucoup, Pierre Sabatier, pour l'organisation de ces webconférences spéciales autour du Covid. Vous pouvez donc retrouver ces entretiens sur sudouest.fr. Merci de nous avoir suivis.